Salut à tous! Hello everyone! Goedendag allemaal! Dans cette vidéo, je vous partage la curieuse histoire du cheveu noir. Si vous voulez connaître votre histoire d'afro-descendant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Disclaimer, je ne suis ni historienne ni expert du cheveu noir. Cette vidéo a pour but d'acquérir ainsi que de partager des connaissances. Maintenant que ça a été dit, passons aux choses sérieuses. Ici, on se décolonise les cheveux et l'esprit. Et ça commence tout de suite! Avant l'arrivée des Européens, les coiffures étaient variées et diverses. L'Afrique impériale était donc autosuffisante. Depuis le premier royaume africain en Nubie en Égypte, vers 3400 avant notre ère jusqu'en 639 avant notre ère, les coiffures pouvaient prendre des heures, voire des jours à être perfectionnées. D'ailleurs, c'était commun pour les hommes d'avoir des cheveux longs, d'avoir des tresses et même de porter des bijoux dans leurs cheveux, car les cheveux étaient signe de richesse culturelle et avaient plusieurs significations. Des significations religieuses, culturelles, de statut social ainsi que situation de vie, on peut mentionner le mariage, mais en revanche, si vous n'aviez pas de coiffure particulière ou si vous étiez considéré comme mal coiffé, vous étiez sûrement en deuil ou alors votre état émotionnel était au plus bas. On continue avec des exemples en images. Cette première photo a été prise en Namibie, pays de l'Afrique du Sud, et c'est une fille qui venait tout juste de se marier. Elle a participé à une cérémonie de mariage. Sa coiffure a été complétée avec de fibres végétaux, donc c'est assez impressionnant à regarder. Sur cette deuxième photo, on voit un homme qui vient du Congo qui avait les cheveux longs. C'est d'ailleurs impressionnant de voir que les hommes avaient des cheveux longs, car il y a un mythe que les cheveux crépus ne poussent pas, ne peuvent pas être longs, et bien nos ancêtres nous prouvent tout à fait le contraire. Sur cette troisième photo, on voit des femmes qui sont originaires du Cameroun, de la région Bamoun Tikar. Toutes mes sources sont dans la description. Voir les cheveux hauts était signe de noblesse dans une Afrique précoloniale. Lorsque les royaumes d'Afrique étaient toujours d'actualité, il est intéressant de noter que c'était attendu que chaque personne ait une coiffure traditionnelle et ethnique. Et c'est aussi intéressant de souligner qu'il y avait autant d'investissement chez les hommes que chez les femmes en ce qui concernait la coiffure. Malheureusement, l'Afrique impériale a été détruite lorsque la traite négrière européenne commença en 1441. La période où l'homme africain était civilisateur de nations a été transformée en objet qui fut manipulé, maltraité et tué. La première chose qui a été faite sur les bateaux négriers était de raser les cheveux. Du coup, les personnes qui étaient réduites en esclavage étaient complètement détachées de leur culture. Et du coup, un standard européen de beauté a été imposé dès cet instant. Non seulement les cheveux étaient rasés, mais il y avait beaucoup de maladies qui se développaient du cuir chevelu par faute de manque d'hygiène, de conditions inhumaines sur les bateaux négriers. Lorsque l'esclavage a débuté en Virginie aux États-Unis le 31 août 1619, beaucoup d'esclaves ne savaient pas comment se coiffer et n'avaient rien sous la main. Du coup, ils utilisaient tout ce qu'ils trouvaient. Ce qui était assez commun, c'était d'utiliser de la graisse d'animal, donc de la graisse de porc, du beurre et de la graisse de canard. Il n'y avait pas d'outils appropriés, donc ils utilisaient des brosses pour brosser de la laine, ainsi que des ustensiles de cuisine comme les fourchettes et les cuillères. Il était aussi intéressant de savoir, certains maîtres blancs autorisaient leurs esclaves à se coiffer le dimanche pendant le jour de repos, et c'est de là où a débuté la coiffure, les cornrows. Donc c'est une coiffure que tout le monde connaît à peu près aujourd'hui, et donc c'était assez simple à faire, et du coup c'était super pratique parce que quelqu'un d'autre vous coiffait, ils étaient faits en 20 minutes et la coiffure tenait toute la semaine. À cette époque commence la classification raciste du texturisme et du colorisme. Si le peigne ne glissait pas entre les mèches de cheveux, les cheveux étaient considérés comme moindres. Par contre, si la texture de cheveux se rapprochait de celui du maître blanc, il y avait plus d'avantages sociaux. Donc malheureusement, les viols ont fait naissance au métissage des mulâtres, et du coup, plus la texture se rapprochait de celle du maître, mieux la personne était perçue dans la société. En anglais, on appelait ça « good hair versus bad hair ». Mais encore, en 1786, la loi Tignon Law, a été instaurée par Don Esteban Mero. À l'époque, c'était le gouverneur de la Nouvelle-Orléans. Il considérait que les cheveux de personnes afrodescendantes qui avaient le sang soit 100% africain ou qui étaient des sangs mêlés avaient des cheveux qui étaient trop distracteurs, qui portaient trop l'attention et qui n'étaient pas jugés comme discrets. Et du coup, ça a été imposé aux femmes noires, libres comme non libres, de porter des foulards sur leur tête. Malgré qu'il y avait toute cette maltraitance envers les femmes noires, il y avait quand même un paradoxe. Les hommes blancs étaient quand même fascinés par les femmes noires, malgré les viols et tout ça. Parce qu'en fait, ils trouvaient leurs cheveux jolis et du coup ça rendait leurs femmes jalouses et ça les mettait en colère, et du coup ça allait c'était dans l'intérêt des femmes blanches à cette époque.
Mais le résultat obtenu n'était pas celui espéré. Les femmes noires ont réussi à être super créatives et à se procurer de plusieurs types de foulards, à les accessoiriser, à les personnaliser. Et du coup, elles ont détourné l'oppression avec classe. La Tignon Law n'existait plus en 1803. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo. Lors de l'abolition, plus tard en 1865, de l'esclavage aux États-Unis, les Afro-Américains luttent pour avoir les mêmes droits que les personnes blanches. Au début, pour avoir plus d'accès à l'éducation et au monde du travail, les Afro-Américains se conformaient aux standards de beauté européens, ça voulait dire se défriser les cheveux ainsi que se lisser les cheveux. On va continuer cette vidéo par une chronologie de dates. En 1906, Madame C.J. Walker, née Sarah Bidlove, qui est l'ancêtre du défrisage, a inventé des assouplissants pour les cheveux noirs et qui consistait à utiliser un défrisant avec un peigne chauffant qui lissait les cheveux. Du coup, c'est vraiment l'époque du défrisage et de l'intégration sociale pour beaucoup d'Afro-Américains. Après cette période de Hot Country Mint, dans les années 1920, dans la Caraïbe, naît le mouvement Rastafari. Il est né en Jamaïque et ça redonne à l'homme noir sa fierté et ça permet de retrouver ses racines africaines et ça lutte contre la ségrégation raciale ainsi que les standards de beauté imposés. En 1920, c'est le Josephine Baker style qui prend la relève et du coup c'est les cheveux lisses, courts et les finger waves qui sont très à la mode. De 1930 à 1940, il y a eu un début de petite émergence de l'afro, mais ce sont toujours les cheveux lisses, courts, qui imitent un cheveu caucasien qui sont très à la mode. Mais encore, on voit une émergence de différents styles, donc des locks, des tresses, tout type de cheveux qui se rapprochent un petit peu des coiffures traditionnelles. Entre 1955 et 1964 vient le mouvement des droits civiques aux États-Unis. C'était la résistance, la justice et la paix pour beaucoup d'Afro-Américains. Donc on pense notamment à Angela Davis et à Martin Luther King. Martin Luther King n'avait pas forcément d'afro, mais ses cheveux étaient courts et étaient soignés. Quant à Angela Davis, c'était l'afro assumé. De plus, Janet Jackson inspire énormément de jeunes femmes afrodescendantes avec ses tresses qu'elle a portées pendant le film Poetic Justice. En 1966, c'est l'afro assumé. Du coup, le BPP, ou Black Panther Party Movement, est constitué de plein de leaders de notre histoire, notamment Angela Davis encore une fois, Assata Shakur qui était la tante de Tupac et de Fred Hampton. Donc c'est l'afro assumé par de plus en plus de personnes dans la communauté. En 1980, la mode c'est les Jerry Curls, donc je pense notamment au passage dans Coming to America. Donc c'était des boucles qui scintillaient, qui brillaient et ils utilisaient beaucoup de lac. Peu après, dans les années 2000, on voit tout type de style chez les rappeurs et les chanteurs de R&B, de hip-hop. Donc on a 50 Cent qui porte le durac, qui a une casquette, qui a les cheveux très courts, qui a un bandeau de sport. Il y en a d'autres qui avaient soit des afros, soit des tresses et des cornrows. Quant aux femmes, pour les Beyoncé, les Cassie, les Rihanna, c'était souvent les cheveux lisses, ainsi que pour Nicki Minaj, donc des perruques lisses de toutes les couleurs pour Nicki Minaj. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de représentation et toujours aujourd'hui, il y en a très peu dans les clips musicaux où il y a des femmes. Donc c'est vrai qu'on voyait plus de représentation noire, mais pas forcément de représentation du cheveu afro. J'ai vu vraiment une minorité de femmes noires à cette époque-là qui avaient des tresses. Donc une femme afrodescendante auquel je pense, c'est Alicia Keys, qui avait des tresses pendant son album Fallen en 2009. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu et j'avais toujours ce ressenti qu'il y avait toujours cette conformité aux standards européens. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Du coup, dans la période contemporaine, on voit un petit peu de tout. Je trouve que quand même, chez les hommes, il y a beaucoup moins de styles, c'est moins diversifié que dans les années 2000. Maintenant, je vois beaucoup plus de gens avec des cheveux très courts et avec des contours du coup, qui sont très stylés, mais c'est vrai que je vois beaucoup moins d'afro qu'avant. Et pour les femmes, je trouve qu'il y a un peu des deux. Autant je vois des femmes qui ont des crochets, qui ont des braids, enfin qui ont des tresses, qui ont des nattes, qui ont des locks, qui ont des crochets locks. Et j'en vois aussi certaines avec des cheveux naturels, mais c'est vrai que j'ai tendance plus à avoir encore des perruques lisses et des perruques lisses et je trouve que c'est pas égal, c'est pas équivalent. Mais maintenant on a un peu des deux. Au début des années 2000, il y avait l'émergence du mouvement nappy en France, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas assez de représentation avec notre cheveu africain, donc il y a encore du travail à faire. Je parie que vous ne savez pas pourquoi je vous montre ce peigne. Ce peigne, c'est l'Afro-Comb. Le premier a été créé en 1969. Il a donc été créé par Samuel H. Bundles et il y a une sculpture dans l'espace public aux États-Unis.
La sculpture est de Hank Willis Thomas. Cette statue a voyagé dans plusieurs États aux États-Unis, ce qui célébrait du coup et qui coïncidait le 50e anniversaire du speech de Martin Luther King, I Have a Dream, et c'était entre le 15 et le 28 août 2020. L'Afro-Comb est un travail de justice, paix et courage. Maintenant, vous savez pourquoi l'Afro-Comb, c'est l'Afro-Comb. Dans une période contemporaine, de plus en plus d'entrepreneurs noirs ont créé leur marque. Je pense à Elfie Naturals et Patch Beauty. Le e-commerce marche également très bien pour de nombreuses enseignes. On est à la fin de cette vidéo, voici la curieuse histoire du cheveu noir. J'espère que ça vous a plu, aimez, commentez, partagez en masse, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.